Et je viens implorer, qui veut sauver de la mort une forêt, avec son château féodal campé au milieu, une forêt dont personne ne sait plus l'âge. J'ignorais ce que pouvaient cacher les hautes façades closes et ne regardais que de loin les grandes tours. Mes promenades d'enfants en forêt s'arrêtaient au pied des terrasses moussues, enveloppées de la nuit verte des arbres et de leur silence. Voilà ce que disait Pierre Loti du château de la Roche-Courbon. Il l'aimait et il a beaucoup fait pour que le château de la Belle au Bois dormant, c'est le surnom qu'il lui donnait, soit connu de tous. Et c'est cette histoire que nous allons vous conter maintenant. Le site où se dresse aujourd'hui le château a été façonné au cours des millénaires par le travail des eaux. Si le Bruant, le cours d'eau qui traverse aujourd'hui le domaine, semble bien modeste, c'était autrefois un large fleuve. Les différentes aires glaciaires ont sculpté ce réseau complexe de grottes aux entrées monumentales. À différentes époques, les hommes préhistoriques s'y installèrent. De nombreux projets leur appartenant y ont été trouvés et sont exposés dans le musée de préhistoire situé dans la tour Porche, qui est en cours de modernisation. Puis, ce sont les Gaulois qui ont laissé leur empreinte. L'enceinte d'un camp subsiste encore dans la forêt, à l'ouest du château. Des tombes creusées dans la falaise attestent aussi la présence de l'homme. Elles dateraient de l'époque mérovingienne. Vers le Xe siècle, les pèlerins sur la route de Rome, les Roumieux, parlent d'un village appelé Romette, qui était une de leurs nombreuses étapes. C'est enfin au XIIe siècle qu'un premier château est édifié à la pointe de la falaise et du village, sur une roche calcaire, longée à l'ouest par un marais et entouré d'une grande forêt. De ce château médiéval, il ne resta que des ruines. La guerre de Cent Ans et son cortège d'exactions étaient passés par là. Peu avant la fin de la guerre de Cent Ans, vers 1450, Jean de la Tour, seigneur de Romette, fit bâtir le château tel qu'en grande partie il est aujourd'hui. Après une vingtaine d'années de construction, la guerre est terminée et la forteresse ne servit pas militairement. Ce n'est qu'en 1603 que Jeanne de Gombauld, descendante de Jehan de la Tour, épousa Jacques de Courbon, rapprochant les deux vocables de la Roche. Fondation du château, et de Courbon en fit la Roche-Courbon. Puis, au XVIIe siècle, Jean-Louis de Courbon, le petit-fils de Jacques, entreprit de transformer ce qu'il fallait bien appeler une forteresse en une élégante demeure plus en rapport avec l'époque Renaissance. Le château devient une belle demeure d'agrément d'âge classique et les jardins à la française apparaissent. Au XVIIIe siècle, par héritage et ventes successifs, le château passa de main en main jusqu'en 1785. Là, le marquis de Courbon-Blénac en fit l'acquisition et, à son tour, entreprit toute une suite de transformations. Le château était revenu dans la famille, mais pour peu de temps. Charlotte, la fille du marquis, était très dépensière. Le château fut vendu à la barre du tribunal de la Seine en 1817. Messieurs Lomaillet et Richard, deux négociants en eau-de-vie de Tonnet-Charente, l'achètent, surtout intéressés par la forêt pour en tirer du charbon de bois. Au début du XXe siècle, des successions difficiles amènent le château au bord du chaos. Pierre Loti lance un premier appel pour sauver le domaine. La guerre passe, la situation empire. Les charbonniers massacrent la forêt, le château est défiguré. Pierre Loti multiplie les appels dans la presse, auprès des autorités, auprès de ses amis. Enfin, en 1920, une de ses connaissances, Paul Chenreau, un Saintongeais, l'achète et promet à Loti de sauver ce chef-d'œuvre en péril. Paul Chenreau, né à Échillé, polytechnicien et riche industriel de Rochefort, achète donc la Roche-Courbon en 1920. En 1925, avec son père et son frère, il fonde la Société du domaine de la Roche-Courbon. Il mène alors de front la gestion de son entreprise et la restauration du château. Il confie à l'architecte paysagiste Ferdinand Duprat la renaissance des jardins. De 1928 à 1939, celui-ci va s'attacher ainsi à créer un espace d'harmonie, d'équilibre et de sérénité. Le château lui-même est remis en état et meublé. Paul Chenreau
installe une chapelle sous les combles dédiée à Saint-Michel. Il réaménage aussi une ancienne écurie pour en faire un théâtre. Mais à peine ses travaux terminés, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Le château est occupé successivement par les Allemands et par les FFI. En 1944, un incendie accidentel détruit la charpente du donjon. Là encore, Paul Chenreau va déployer toute son énergie à réparer. Il ira même jusqu'à rétablir les mâchicoulis qui avaient disparu au fil des siècles. Il aura ainsi à cœur, tout au long de sa vie, de respecter la promesse faite à Lottie. À sa mort, en 1967, il laisse à ses enfants, Marie-Jeanne et Jacques Badois, la lourde charge de maintenir le domaine en état. Et c'est effectivement un travail colossal de réparer les assauts des éléments. L'eau s'infiltre à plusieurs endroits, la terrasse et les arcades ont bougé. Plusieurs campagnes de réparation sont nécessaires. Ce n'est pas tout. En 1990, un incendie ravage une grange. Ce corps de bâtiment qui est aujourd'hui restauré abrite une belle salle de réception où se réunissent des familles pour marier leurs enfants ou des entreprises pour recevoir leurs clients. Les jardins, eux aussi, appellent à l'aide. Duprat les avait en effet conquis en partie sur les marais. Et ceux-ci, lentement, mais inexorablement, reprennent possession de leur territoire. Les Chauguettes elles-mêmes s'enfoncent et basculent. Jacques Badois, centralien de formation, ingénieur de métier, a donc l'idée originale de reconstruire les zones les plus fragiles sur pilotis, comme à Venise. Pendant 26 ans, de 1976 à 2002, chaque hiver, une zone des jardins est mise sur pilotis. Près de 2000 pieux sont enfoncés jusqu'à trouver le bon sol. Ils sont reliés entre eux par un maillage de solives recouvert d'un plancher. Cette structure procure ainsi au jardin une assise parfaitement stable, permettant une réinstallation du décor existant. La nature n'en avait hélas pas terminé. En 1999, une tempête d'une rare violence s'abat sur l'ouest de la France. La Charente-Maritime est un des départements les plus touchés. Si les bâtiments ne subissent pas de dommages irréversibles, les arbres du domaine ne sont plus qu'un inextricable enchevêtrement. Il faut alors débarder, couper, ramasser, nettoyer et surtout replanter. Avec l'aide des amis de la Roche-Courbon, l'association Amicourt, c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, Marie-Jeanne et Jacques Badois ont quitté ce monde. Leur fille, Christine Sébert-Badois, et leur gendre, Philippe, s'attachent à leur tour à conserver ce magnifique monument. C'est maintenant rendre hommage à tous ceux qui ont fait l'histoire de ce château que d'aller découvrir les 1001 facettes du domaine. Suivez le guide et dirigeons-nous tout d'abord vers les grottes. Lors des périodes post-glaciaires, la fonte des glaces a généré de larges fleuves au débit impressionnant. Il n'est bien sûr pas facile aujourd'hui d'imaginer qu'à la place de cette petite rivière qui coule doucement devant vous, se trouvait un fleuve d'une largeur de 80 à 120 mètres. Les hommes avaient bien compris l'importance de ce site. Les traces les plus anciennes qu'ils aient laissées datent de 120 000 ans. D'autres plus récentes remontent quand même à 40 000 et à 10 000 ans. À l'intérieur, plusieurs cavités communiquent entre elles par des boyaux plus ou moins accessibles. Imaginons un instant la vie dans ces grottes. Le feu brûle, des femmes font griller des viandes, d'autres tannent des pots. Par là, un groupe d'hommes revient de la chasse. Il reste certainement encore des vestiges à découvrir sur ce site. En 2007, 2 spéléo-archéologues ont trouvé une plaquette gravée qui atteste encore la présence de l'homme au Paléolithique. Attardons-nous maintenant sur la végétation avec la richesse du sous-bois et ses rares collections de fougères. L'endroit reste humide, la terre est riche d'alluvions. Les arbres et les plantes poussent facilement, d'où la présence d'une végétation luxuriante, avec ses fougères, scolopendres. Sur la falaise, des arbustes arrivent même à s'accrocher. Il est temps de rebrousser chemin. Arrêtons-nous un moment devant cette colonne. Il en existe 3 autres sur le domaine, matérialisant les 4 points cardinaux. Celle-ci marque le sud. Elles ont été édifiées dans l'entre-deux-guerres par Paul Chenreau. Nous voici maintenant devant ces fameux jardins à la française.
Comme nous l'avons déjà dit, c'est Paul Chenreau qui en a confié la restitution à l'architecte paysagiste Ferdinand Duprat. Pendant 11 ans, de 1928 à 1939, celui-ci s'est attaché à recréer la magnificence d'antan. Jugez-en. Nous traversons tout d'abord une large esplanade bordée de balustres et encadrée de tilleuls. Aux angles, 2 pavillons Louis XIII. Au pied de l'esplanade, sur le Bruant, un moulin à eau. Sur la droite, un chemin vous conduit des grilles des jardins à la porte du donjon et à la cour d'honneur, orientée à l'est. Avant de descendre, profitons de la hauteur pour apprécier le point de vue. Devant nous, côté jardin fleuri, la roche à fleurs. Vous pouvez également observer une marmite des géants, vestige de la vallée glaciaire. Un peu plus à gauche, on trouve le vivier. Descendons maintenant pour admirer le jardin fleuri. Les massifs sont bordés de petits buis taillés. Les couleurs se juxtaposent harmonieusement. Les vases grandissent les parterres. Nous voilà au cœur du jardin de réception. Ici aussi, la règle d'or du jardin à la française est observée. Un axe de symétrie coupe la composition décorative et ouvre le regard sur la magnifique perspective plein ouest. Cette partie du jardin est composée de pelouses aux formes géométriques avec des ifs taillés placés au coin des parterres. La statue d'Amphitrite, déesse de la mer, est posée sur le trèfle engazonné et rappelle toute la symbolique de l'eau. Grâce au Bruant, Ferdinand Duprat a pu creuser ce miroir d'eau. À ses extrémités, 2 échauguettes terminent l'ensemble. Les cygnes et les canards ont élu domicile sur ce plan d'eau. Cet heureux ensemble se termine par un escalier d'eau monumental ouvrant sur la forêt. D'en haut, on profite de la plus belle vue du château avec son reflet dans l'eau. Continuons la visite des jardins par le verger. Il se compose d'environ 150 pommiers et poiriers, formant une véritable collection. C'est le résultat d'un mécénat des établissements Delbar. Entre le verger et les murs du château, nous longeons un alignement de statues représentant des divinités champêtres, appelées également thermes, car ils marquent la fin, la limite des jardins côté est. Là, un canal bordé de peupliers d'Italie amène les eaux du Bruant vers la Charente. Voilà, la visite des jardins est terminée. Vous noterez que ces jardins ont obtenu de l'État le label « Jardin remarquable » en 2004, avec une reconduction en 2010. Dirigeons-nous maintenant vers le donjon. Franchissons le porche pour nous retrouver dans la cour d'honneur. Ici, nous prendrons un peu de temps pour admirer l'équilibre du bâtiment et ses proportions. À gauche, en regardant la façade du château, se trouve une porte. C'est par là que nous allons entrer et commencer la visite intérieure. Nous sommes dans un petit bureau bibliothèque. Le mobilier est d'époque Louis XIII. Traditionnellement, ici, le guide retrace l'historique du château. Comme nous connaissons bien maintenant l'histoire de cette demeure, dirigeons-nous vers la tour sud. C'est le cabinet des peintures. Nous le devons à Jean-Louis de Courbon. Voici son portrait. Cette salle date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Beaucoup de références classiques. Vous noterez l'ordonnancement de ces peintures sur bois. Sur 3 niveaux horizontaux, en bas, le thème est la mythologie romaine. Au milieu, des paysages et architecture. Et enfin, en haut, la vie et certains travaux d'Hercule. Regardez bien le plafond. Au centre, ce sont les dieux de l'Olympe. Aux 4 coins, ce sont les 4 vertus cardinales. La sculpture porte, quant à elle, la référence à l'exotisme, l'influence de la découverte du Nouveau Monde et le début de la Compagnie des Indes notamment, avec les statues de la cheminée et les fruits exotiques sur les frises. Cette baignoire, pour le moins inattendue, a été ajoutée par Charlotte, la fille du marquis de Courbon, au début du XIXe siècle. On s'interroge toujours sur la présence de scènes de la vie et de la Passion du Christ sur les panneaux installés dans la voûte en berceau.
La visite continue. Nous sommes là dans le grand salon Louis XVI. Deux styles de mobilier se côtoient, Louis XV et Louis XVI. Pour compléter cette volonté de sobriété, les plafonds du XVIIe siècle sont masqués et on installe du plâtre, des lambris sur les murs. Approchez-vous pour détailler ce tableau. Il a été commandé par Jean-Louis de Courbon. Le peintre Ackert a voulu certainement par ce tableau magnifier l'ensemble des travaux entrepris. Il est un des rares exemples iconographiques des lieux à cette époque. Traversons le vestibule. Nous y reviendrons dans un moment. Passons donc la grille. Nous voici dans le salon Louis XIII. Bien sûr, c'est la cheminée qui attire immédiatement notre regard. Sur le linteau, vous y trouverez la devise des Courbons. Par la foi, par la fidélité, par le courage. N'oubliez surtout pas la bibliothèque et aussi les admirables poutres peintes du plafond, typiques des plafonds à la française du XVIIe siècle. Vous trouverez également une belle collection de coffres. Changeons d'univers. Nous entrons certainement dans une des plus belles cuisines saintongeaises. Tout ici attire le regard. Au milieu de la table, un égrugeoir, un mortier et un pilon pour le sel. Tout autour de nous, une très belle collection de cuivres et de laiton. Là, c'est une mée. On y pétrissait le pain. Dessus, un garde-manger. Il était suspendu au plafond pour protéger son contenu des rats et des souris. Retournons-nous vers la cheminée. Elle est du XVe siècle et dispose d'un ingénieux mécanisme, le tourne-broche. Il fonctionne toujours à merveille. Au sol, un très beau carrelage en terre cuite. Ce sont des navettes de Cadeuil. En levant la tête, nous retrouvons les plafonds peints comme précédemment. Nous terminerons par ces deux très beaux vaisseliers. L'un est d'Aunis, la région de La Rochelle, et l'autre de Saintonge, la région de Saintes. Empruntons maintenant un escalier en vis pour aller dans la chambre paysanne. Elle se trouve dans la tour nord. Nous sommes toujours en Saintonge. Les coiffes, qui sont appelées ici quichenottes, et les tapis lirettes, nous le rappellent. À noter également ces deux lits dits à quenouilles, parés d'un flamé saintongais. Imaginez un instant ce qu'était la vie de nos ancêtres dans ce mobilier. Nous sortons et continuons dans le couloir pour monter de nouveau un escalier en vis. Nous sommes dans une chapelle. C'est Paul Chénereau qui l'a voulu. Elle est dédiée à Saint-Michel. Vous remarquerez la charpente, elle a la forme d'une carène renversée comme une coque de bateau. Les arbalétriers, ces éléments de charpente, sont très rapprochés les uns des autres. C'est pour éviter la destruction de la charpente lors d'une attaque. Nous sommes ici en présence d'une charpente de type militaire. Vous êtes particulièrement chanceux, car cette partie du château ne se visite pas. Empruntons ce superbe escalier avec sa rampe en fer forgé de style à la grecque pour arriver dans le vestibule. Il date du XVIIIe siècle. Ici, une tapisserie de Felletin, manufacture située à une dizaine de kilomètres d'Aubusson. Sur les murs nord et sud, deux beaux papiers peints panoramiques, très en vogue au début du XIXe siècle,
et une belle selle champêtre signée Casanova, pas le libertin, mais son jeune frère Francesco. La visite continue par les salles voûtées situées en bas du château. Elles sont dédiées à des expositions et ouvrent sur les jardins. Partons pas vers les jardins, mais nous allons maintenant pénétrer dans une partie du château qui elle aussi ne se visite pas. Nous traversons la cour d'honneur et passons ce porche. Nous sommes dans les communs du château. Toute cette aile, à notre gauche, est en restauration. C'est un chantier long et coûteux. Il faut relever les voûtes qui s'affaissent et reconstruire un plancher. La toiture aussi fait l'objet d'une réhabilitation. Vous aviez certainement remarqué cette tour cylindrique tout au bout du mur d'enceinte, au nord. À l'origine, c'est une tour de défense. Puis, au XVIIe, elle a été transformée en pigeonnier, appelé également fuit. Entrons la visiter. Ces trous où les pigeons font leur nid sont appelés des boulins. Cette armature en bois qui tourne sur un axe servait avec une échelle à monter jusqu'au nid pour ramasser les œufs. Quittons les communs pour une autre création de Paul Chenreau, le théâtre. Avant cela, c'était une grange agricole. Admirez ce superbe escalier en pierre, ainsi que cette porte du XVIe siècle qui provient certainement d'une construction locale dispersée. Aujourd'hui, ce théâtre est utilisé bien sûr comme salle de spectacle, mais aussi comme salle de réception. Une autre grange est utilisée comme salle de réception. Elle se situe à droite en entrant. Un incendie la détruisit en totalité. Après reconstruction, elle peut maintenant accueillir, pour des soirées de prestige ou toute autre manifestation, jusqu'à 350 personnes assises ou 500 debout. Voilà, nous sommes à l'accueil. La visite est terminée. Vous conviendrez avec nous que Pierre Loti avait bien raison de défendre ce si bel édifice. Mais aujourd'hui, la Roche-Courbon, c'est bien plus qu'une visite. C'est un château qui est habité, c'est un château plein de projets. C'est aussi une équipe tout entière à ses petits soins. Pour vous en parler, qui de mieux que la propriétaire? Alors retrouvons-nous avec Madame Seber-Badois dans la deuxième partie de ce DVD.